En plus. Bien, bon, il est 21 heures. Je propose de commencer notre soirée. Donc, moi, je m'appelle Jean-François Thierry, j'habite à Moscou, où je dirige un centre culturel, mais nous sommes ici sur la plateforme Aînés, qui est née simplement du désir de ne pas rester confinés en ces moments où nous devons vivre dans notre maison, dans notre appartement. Et en parlant avec Marie-Agnès, on s'est rendu compte que le monde continuait à tourner, des choses belles continuaient à arriver. Et donc, on a voulu être curieux et comprendre un petit peu ce qu'on pouvait, avant tout pour nous, connaître et vous faire partager aux personnes qui le désiraient. C'est comme ça que nous avons fait une première rencontre. Nous avons rencontré un prêtre franciscain qui habite à Damas pour comprendre un peu quelle est la situation maintenant liée au Covid et liée à la guerre aussi. Puis nous avons une rencontre magnifique qui racontait de l'initiative des paroissiens dans la ville de Vincennes qui ont créé les vitraux, où plus de 100 volontaires se sont mis à construire leur cathédrale, leur église. Donc le peuple construit l'église. Puis nous avons fait une rencontre voilà 2 semaines avec Mireille du Cameroun, qui dirige un centre d'accueil aussi pour les enfants de la rue. Et ce soir, nous avons la grande joie d'avoir avec nous toute une famille, en fait, la famille Noël. Nous avons Clotilde, Nicolas et Côme, leur fils aîné. Et donc, cette soirée va être guidée en fait par Marie-Agnès Petit. Moi, je vais m'occuper de rassembler toutes les questions que vous aurez. Vous pouvez les poser soit sur la boîte de conversation de Zoom, soit sur le live de Facebook. Et donc, il y a une première partie où ils vont raconter, une deuxième partie où nous pourrons poser nos questions et entrer en dialogue avec toute la famille Noël. Alors, je passe la parole à Marie-Agnès. Donc, si nous regardons 10 ans en arrière, vous étiez une famille donc en région parisienne, donc avec déjà 6 enfants, ce qui peut sembler pour beaucoup d'entre nous beaucoup d'enfants. Pour vous, c'était pas suffisant. Vous aviez d'autres désirs, vous vouliez encore autre chose. Donc, on attend de vous que vous nous racontiez ce soir quel était ce désir, d'où cela pouvait venir. Et surtout, comment vous avez osé prendre ce risque d'aller vers l'accueil d'autres enfants? Et puisque c'est là que cette histoire a commencé d'adoption il y a 10 ans, comment vous avez été façonné par l'accueil de ces enfants les uns après les autres? Voilà, je vous laisse raconter à votre façon et à votre rythme cette expérience. Alors, comme vous le dites très bien, Marie-Agnès, on avait 6 enfants. On a eu la chance d'avoir 6 enfants biologiques, mais c'est à la naissance de notre 4e enfant. Vous nous dites bien si vous nous entendez bien? Oui? C'est bon. C'est à la naissance de notre 4e enfant Marin que, au bout d'un moment, on s'est posé la question si on avait le désir et si on se sentait prêt pour accueillir un autre enfant. Et c'est à partir de ce moment-là où tout a basculé, on va dire, puisque cette question a germé un peu plus profondément dans mon cœur, dans un premier temps. Et je me suis posé la question, et si on accueillait un enfant qui n'était pas issu de notre génome? Donc, c'était une question qui paraissait étrange dans un premier temps, puisqu'on avait la chance d'avoir des enfants naturellement. Il était étrange de partir sur le chemin de l'adoption. Mais comme il paraissait à la fois simple et on va dire pour nous, on a quand même décidé d'aller plus loin dans ce questionnement pour voir si c'était réalisable et si c'était possible. Donc, dans un premier temps, bien sûr, puisque c'était une question qui venait à moi, il fallait qu'on soit 2 pour partir sur ce chemin. Et donc, j'ai posé la question à Nicolas s'il se sentait prêt à accueillir un enfant de plus, mais qui n'était pas issu de notre génome. Donc, on est effectivement fin 2004, début 2005, quand Clotilde me pose cette question. Très rapidement, je lui dis écoute, pourquoi pas? Mais en même temps, ce dont je voulais m'assurer, on était mariés depuis 5 ans. Tout se passait évidemment très bien, mais je me suis dit, il faut savoir sur une décision aussi grave si c'est une idée qui nous passe par l'esprit actuellement ou si c'est un désir beaucoup plus profond qui convient de maturer et de laisser un petit peu germer en nous. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Donc, il est arrivé en 2008 Philippine, notre 5e enfant. Et c'est à la naissance de Brune, notre 11e enfant,
notre sixième enfant en 2011 que nous avons avancé sur ce sujet beaucoup plus profondément, puisque nous avons en fait lancé une démarche d'adoption. Et dans cette démarche d'adoption, on avait fait évidemment on s'était un petit peu renseigné pour s'intéresser un petit peu on va dire, au sujet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en France, pour un enfant pupille de l'État, il y a à peu près une centaine de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui sont en attente. Donc, ça veut dire que les enfants pupilles de l'État dits sans particularité n'ont pas de difficulté à trouver une famille. Et en revanche, ce n'était pas du tout la même chose pour les enfants avec des particularités, surtout lorsque ces particularités étaient importantes. Donc, on s'est posé cette question justement des particularités. Et donc, on a décidé de lancer les démarches. Donc, ce sont des démarches qui sont assez longues, qui sont les mêmes que pour des adoptions classiques. Mais les services sociaux nous ont posé beaucoup de questions, s'étonner de ce projet de vie alors que nous avions 6 enfants biologiques et que nous pouvions en avoir d'autres. Et puis, de fil en aiguille, alors, je vais vite sur le sujet, mais ça a été, Clotilde en parle dans son premier livre, c'est une démarche qui est longue, qui nous fait beaucoup travailler sur nous-mêmes. On se remet en question régulièrement. On est allé voir plusieurs fois les services sociaux, donc assistantes sociales, psychologues, psychiatres. Et puis, nous avons finalement obtenu un agrément. On nous a demandé, par rapport à la configuration de notre famille, de nous limiter à certaines formes de pathologie, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'était handicap sensoriel unique, donc un enfant qui pouvait être aveugle ou sourd, mais pas aveugle et sourd, et potentiellement aussi une trisomie 21. Donc, après une instruction de dossier qui a été plus longue que d'habitude, nous avons obtenu un agrément. Et donc, cet agrément est un passeport, en gros, une autorisation pour qu'on puisse nous confier un enfant qui réponde aux critères pour lesquels l'agrément nous a été donné. Et donc, fort de cet agrément, nous avons été mis en contact par l'intermédiaire d'une association avec des services sociaux qui avaient justement une petite fille pupille de l'État. Et cette petite fille pupille de l'État, donc on a été mis en contact avec ces services sociaux à qui on a dû raconter notre histoire puisqu'eux n'étaient pas là pour faire toutes les démarches d'investigation pour nous donner l'autorisation ou pas d'adopter. Et c'est donc à ce moment-là qu'ils nous ont un petit peu expliqué à quoi il fallait s'attendre. Ils étaient très réservés aussi parce que les dernières analyses médicales qu'ils avaient de cette petite fille n'étaient pas bonnes du tout. Puisqu'ils nous disaient qu'il y avait une activité cérébrale qui était sensiblement équivalente le jour et la nuit. Et donc ça les inquiétait énormément et qu'ils pensaient qu'il y avait bien d'autres choses que la trisomie 21. Et c'est à ce moment-là qu'on leur a dit, écoutez, nous, on veut prendre cet enfant tel qu'il est, ça n'est pas un problème pour nous. Et finalement, ils ont donné leur accord et c'est comme ça qu'un jour, nous avons rejoint la pouponnière, une pouponnière en région parisienne. Donc, ça a été un moment extraordinaire puisque c'est la première fois que nous avons vu notre enfant. Et là, pour le papa que je suis, j'ai découvert, qui suis très émotif et qui a été bouleversé à chacune des 6 naissances que nous avons eues, j'ai ressenti exactement les mêmes sentiments, un bonheur absolument fou puisque c'était une démarche qui durait depuis près de 2 ans. Et donc un désir extrêmement important, j'allais dire une attente extrêmement longue, et puis un événement extraordinaire que cette première rencontre. Et donc, je te laisse dire un petit peu comment ça s'est passé. Je reviens juste sur ce que disait Nicolas sur le fait que quand on a lancé la démarche d'adoption, notre premier désir, en fait, c'était d'aimer un enfant. La première chose qu'on s'est posée après la naissance de Marin, c'est est-ce que nous avons le désir, est-ce que nous souhaitons, est-ce que nous nous sentons prêts, parce qu'on n'est jamais prêt, mais est-ce qu'il nous semble qu'on est prêt pour aimer un enfant de plus. Donc, c'était la première question. Ensuite, cette question a donc été plus loin sur le fait et pourquoi pas finalement aimer un enfant qui est déjà là et qui attend une famille, finalement. On s'est posé des questions. Si on aime nos enfants actuellement, ce n'est pas parce qu'ils ont un bout de Nicolas ou un bout de Clotilde au niveau du génome, c'est parce que nous voulons nous
nous les accompagnons comme ils sont et nous souhaitons du plus de ce qu'on peut leur bonheur. Donc, c'était quelque chose qui nous paraissait tout à fait normal et réalisable si on avait un enfant issu d'un autre génome. Et ensuite est venue après, en fait, la question, puisque quand on a demandé à des associations est-ce que nous pouvons adopter un enfant même si nous avons déjà des enfants, ils nous ont dit bien sûr, l'adoption vous peut être ouverte à vous, mais dans ces cas-là, il faut que vous vous orientiez vers un enfant dit à particularité. C'est là qu'on a découvert qu'au sein de l'adoption, nous pouvons, en tant que parents adoptants, poser des limites sur l'enfant que nous voulons adopter. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question et qu'on s'est dit, mais évidemment que cela ne nous pose pas du tout de problème d'aimer un enfant qui peut avoir une particularité, parce que nous, ce n'était pas aimer un enfant handicapé, c'était aimer un enfant comme il était. Et pour nous, notre désir de parentalité ne pouvait pas s'arrêter à un chromosome en plus ou ne pouvait pas s'arrêter à un fauteuil roulant. C'était un enfant, il était comme il était. C'était exactement la même philosophie, on va dire, qu'on avait quand on attendait nos enfants naturellement. On ne savait pas quel enfant on allait avoir dans les bras. On avait un enfant. Et puis, à nous de mettre autour de lui, en fait, une sécurité affective, psychologique et matérielle pour permettre de le faire grandir. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, à la fois, c'était une idée qui était une démarche qui pouvait paraître saugrenue, surtout pour des personnes qui sont arrivées assez tard dans notre démarche et on avait déjà Marie dans les bras. Ils nous ont dit, mais c'est tordu, pourquoi avoir été absolument chercher un enfant handicapé? Non, ce n'était pas absolument à chercher un enfant handicapé. Notre désir de départ était d'aimer un enfant sans condition, comme il était. Donc après, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les services sociaux, quand on leur a dit ça, ça leur a fait très très peur. Et c'est là qu'ils nous ont dit, nous on pense que ce n'est pas possible. Et donc c'est là qu'ils nous ont restreint un petit peu le spectre des particularités ou du handicap. Et comme nous avions ce que nous voulions, c'était aboutir dans cette démarche, nous les avons suivis, nous avons écouté leurs conseils. C'est la raison pour laquelle on s'est arrêté sur les particularités que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Donc, ça a été un moment extraordinaire. Après, lors des passages à la pouponnière, le 2e ou le 3e jour, les enfants ont pu venir pour découvrir leur future petite sœur. On va peut-être demander à Com. Oui. On va peut-être demander à Com ses souvenirs. On ne va pas les évoquer à sa place. C'est sûr que pour l'arrivée de Marie, on n'oubliera jamais le passage à la pouponnière. Mais tout comme l'annonce que papa et maman nous ont faite, parce que moi, je suis l'aîné de la famille, donc ça faisait déjà une bonne partie de ma vie que tous les 2 ou 3 ans, chaque fois que papa et maman nous demandaient d'annoncer une grande nouvelle, c'était l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Donc une fois on s'est réunis et papa et maman nous ont annoncé qu'il allait y avoir une grande nouvelle. Et donc bien sûr, nous, on pensait tous prendre les devants et dire à papa et maman, bah oui, il va y avoir un nouveau petit frère, une petite sœur, mais dans une grande joie. Papa et maman nous ont répondu presque. Et c'est à ce moment-là que nous, on a été un peu surpris et qu'on a essayé de deviner ce qui allait se passer. Et donc, papa et maman nous ont expliqué la démarche. Alors, moi, à l'époque, j'avais 12 ans, si je ne dis pas de bêtises. Non, quand on te l'a annoncé, tu avais 10. J'avais 10 ans, donc voilà. Donc, comme quoi, ça remonte un petit peu déjà. Et dis ton âge, peut-être. J'ai 19 ans. J'ai 19 ans, donc ça fait 9 ans déjà. Et donc, nous, on a été au début un peu surpris. C'était un univers totalement inconnu, parce qu'on connaissait très peu le handicap. On en avait côtoyé parce qu'on a des cousins qui étaient porteurs de handicap, mais sans grand plus. Et on était un peu inquiets. Mais de notre côté, on faisait confiance à papa et maman. Et alors, au fil du temps, les démarches ont pris du temps. Donc, on a grandi. Et plus le temps passait, plus nos peurs s'en allaient. Et l'envie que notre nouveau petit frère ou notre petite sœur, parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore, arrive, augmentait grandement. Et c'est finalement cette pouponnière-là qu'on a pu voir pour la première fois Marie. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, toutes nos peurs se sont envolées. Pour moi comme pour mes autres frères et sœurs, ça a été pareil. Et on a été super heureux d'accueillir cette nouvelle petite sœur. Et puis maintenant, de la voir grandir,
rien n'a changé, si ce n'est le fait que maintenant qu'elle grandit, on interagit encore plus avec elle et on l'aime encore limite plus, même plus, oui, avec le temps qui passe. Et donc, c'est sûr que elle est pleinement notre sœur. Ça, c'est vraiment une question qui m'arrive, qu'on me pose de temps en temps, et à laquelle je réponds qu'il n'y a aucune différence entre nos frères et sœurs qui sont arrivés avant Marie et ceux qui sont arrivés après Marie. Pour nous, ça a été exactement la même chose, les mêmes circonstances, c'est-à-dire l'arrivée d'un nourrisson et ensuite son évolution parmi nous. Donc, non, ça a été extra, surtout de notre point de vue d'enfant. Mais après, nous, c'était pas pareil que vous, je trouve, parce que nous, on vous faisait confiance. Et donc, voyant le déterminisme de mes parents et leur entrain, c'est sûr qu'on a vite été porté par ça, et c'est ce qui nous a beaucoup aidé en tant qu'enfant à comprendre ce qui allait se passer. Alors, ça, c'est pour Marie. Alors, parce qu'en fait, Marie, quand elle est arrivée chez nous, avait 7 mois. C'est important aussi à dire parce que pour des enfants jeunes, puisque Com était l'aîné et qu'il avait 12 ans quand Marie est arrivée, un petit peu moins, c'est un enfant de 7 mois. On voit plus l'âge de 7 mois que la pathologie. Et surtout que sur des enfants trisomiques, ils ont tendance, ils ont une évolution beaucoup plus lente. Donc Marie, elle avait 7 mois, mais elle ne tenait pas sa tête. Et on avait l'impression en fait d'avoir à peine un bébé de 3 mois. On a eu cette chance d'avoir vraiment un tout petit. Et c'est vrai qu'au niveau du lien paternel, maternel et de frères et sœurs, si les choses se font en douceur, on avait vraiment la chance d'avoir un tout petit bébé qui buvait encore des biberons. Et donc, on a pu se loger aussi autour d'elle parce que très justement, notre fameux marin qui était notre 4e enfant, et c'est suite à sa naissance, on sait pas ce qui s'est passé, qui nous a déclenché cette envie. Quand il s'est présenté à Marie à la pouponnière, ça a été exceptionnel parce qu'il s'est présenté à elle en lui disant « Je suis marin, je suis ton frère, je suis le 4e de la famille ». On a trouvé ça excellent en fait, qu'il ait la douceur de bien se présenter à elle, ça faisait beaucoup de monde d'un coup. Et puis, elle a rigolé. Tout de suite, il nous a regardés avec des larmes plein les yeux en nous disant « Ça y est, elle m'a adoptée ». Et on a trouvé ça génial aussi parce que nous, les adultes, on prend toujours les choses d'une façon et on oublie qu'il faut les prendre d'une autre et qu'en fait, ce n'était pas nous qui adoptions Marie, c'était à Marie d'adopter notre famille. Et donc, c'est grâce aussi à tous ces mots d'enfant, Marie-Agnès, que vous avez eu la gentillesse aussi d'en soulever quelques-uns au début de la connexion, et que j'avais même oublié, je vous avoue, en toute simplicité, que nos enfants nous ont éveillés à cette simplicité de ne pas voir le handicap chez les enfants ou chez les adultes, mais avoir tout de suite la connexion du cœur. Et c'est ce qui nous a frappé quand ils ont vu Marie la première fois. Ils avaient une joie profonde parce qu'ils ont vu un bébé, ils n'ont pas vu un chromosome surnuméraire en plus qui se baladait. Ils ont vu un bébé, ils ont vu la vie, ils ont vu la joie de cette petite fille et ils ont tout de suite imaginé et réalisé qu'il y avait une vie à vivre avec cet enfant et plus qu'une vie à vivre, une magnifique vie à vivre. Voilà, alors comme l'arrivée de Marie, comme le racontait Com, a été très bien perçu par ses autres frères et sœurs, que tout se passant très bien, eh bien, on s'est reposé la question et nous avons donc relancé une autre démarche exactement de la même manière, se disant peut-être que les services sociaux, du coup, ça serait plus simple puisqu'ils pourront bien constater qu'avec Marie, ça s'est bien passé. Du coup, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Et en fait, c'est absolument l'inverse qui s'est passé, à savoir qu'ils se sont dit « Non, mais c'était déjà limite qu'on vous dise oui avec un enfant alors que vous en aviez déjà 6, qui plus est handicapé. Là, un autre enfant, on ne voit pas comment ça pourrait être possible. Donc, ils ont été très réticents. Ça a duré donc là aussi très longtemps. Et puis finalement, on a refait une deuxième démarche parce que la première a été compliquée et on en a refait une deuxième pour cette deuxième adoption parce qu'on a eu un refus. Et lors de cette deuxième démarche qui s'est faite à l'extérieur du département où nous habitons, c'est assez curieux parce que dans la discussion qui est arrivée à un moment donné de savoir
vers quel type de particularité on était prêt à accepter. C'était un terrain très délicat pour nous parce que nous étions, comme on le disait avec Clotilde, on était prêt à accepter n'importe quel type de handicap puisqu'on accepterait l'enfant tel qu'il est. Et c'est là qu'ils nous ont dit oui, mais est-ce que vous pensez que vous aurez la force, etc. Donc, quand on a commencé à re-rentrer dans des discussions comme celle-là, on était un peu inquiets. Mais on leur a fait savoir que pour nous, ça ne posait pas de problème. Et donc là, ça a été, mais si il a ça, et si l'enfant a ça, et si l'enfant a ça, plus ça, plus ça. Au bout d'un moment, on a dit, non, nous, il n'y a pas de problème. Et donc, finalement, on a obtenu un agrément, ce coup-là, pour tout handicap, toute origine ethnie. Et donc, on était très contents parce qu'on s'est dit que ça allait permettre une adoption encore plus facile. Et donc, je passe sur les détails, mais ça a été… donc, on a envoyé à ce moment-là un courrier à tous les départements français pour leur proposer notre candidature. Et on a eu énormément de refus systématiques disant on donne priorité aux couples qui ont un agrément dans notre département, ce qui se comprend et qui est l'usage. Mais moi, j'ai rappelé systématiquement en disant oui, mais s'il n'y a pas de couple qui ont l'agrément compte tenu du handicap de l'enfant, comment faites-vous? Donc, certains disaient on ressollicite, on re-regarde, etc. Et c'est en appelant un des départements qui nous avait dit non que je suis tombé sur une dame qui m'a dit non, mais moi, pareil, si jamais on a un enfant handicapé, on ressollicitera tous les services sociaux de tous les autres départements. Et je lui ai dit, mais madame, est-ce que du coup, vous gardez notre dossier, etc. Puis au bout de 5 à 10 minutes de conversation, elle nous a dit, oui, de toute façon, nous, par exemple, on a un enfant qui est lourdement handicapé, on va entamer des démarches auprès de tous les départements. Et c'est là que je lui ai dit, mais madame, c'est justement pour ça que je vous appelle. On a un agrément qui permet tout handicap. Et là, elle a tout d'un coup, mais on a bien discuté 10 minutes, elle a tout d'un coup percuté et elle est allée appeler sa chef, m'a dit, je vous rappelle dans 5 minutes. Et 5 minutes après, on a été rappelé par sa chef de service qui nous a dit, écoutez, vraiment, etc. Je lui ai dit, oui, mais vous savez, elle est lourdement handicapée. Je lui ai dit, oui, mais il n'y a pas de problème. Et du coup, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit, on va vous envoyer les conclusions du médecin avant que vous nous disiez si vous souhaitez poursuivre. On leur a dit, envoyez si vous voulez les conclusions, mais nous, donc ils nous ont envoyé les conclusions. Donc on a eu une litanie de pathologies avec des noms invraisemblables qu'on ne maîtrisait absolument pas. Et donc on a rappelé un quart d'heure après en disant, il n'y a pas de problème, nous, on est OK. Et du coup, on a entamé à nouveau un peu les mêmes démarches qu'avec pour l'adoption Marie, et on a été rapidement mis en contact avec une famille, et donc on est arrivé chez Marie-Garance. Alors c'est assez marrant parce que on s'était toujours dit avec mon épouse que on voulait garder le prénom de l'enfant parce qu'on voulait s'inscrire dans l'histoire de l'enfant et arriver à la suite de tout ce qu'il avait pu vivre avant, mais pas l'occulter. Et donc on s'était dit de garder le prénom, et comme la première s'appelait Marie, donc on a gardé le prénom de Marie. Et la deuxième petite fille s'appelait également Marie. Donc là, on était obligé de composer. Et donc, on y a rajouté le prénom Garance, qui était un nom que lui avaient donné les services sociaux. Et donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés à Marie Garance, qui, elle, donc, a une pathologie en fait assez importante au cerveau, qui fait que elle ne tient pas sa tête, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas marcher, elle bouge, mais de façon totalement désordonnée. Voilà. Donc après, les ne peut pas, c'est une petite fille hyper mignonne qui sourit comme probablement aucun autre de nos enfants n'arrive à sourire. Et donc, on a vu débarquer une petite fille absolument extraordinaire. Donc, évidemment, on avait des peurs et des inquiétudes parce qu'on ne savait pas si on allait être à la hauteur. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment Com a perçu cette deuxième adoption. Alors, encore une fois, on a eu l'annonce. Cette fois-ci, on ne s'est pas fait avoir. On a bien compris qu'il allait y avoir une nouvelle adoption. Mais c'est vrai que les démarches, comme l'a dit papa, ont été plus longues que celles de Marie. Donc, l'attente grandissante. Mais avec cette fameuse nouvelle, moi, je me souviens, c'est maman qui nous avait raconté en rentrant d'un rendez-vous.
que cette fois-ci, on pouvait avoir d'autres pathologies, que c'était moins centré sur la trisomie. Et donc, pareil, voyant la confiance de papa et maman, on est resté plutôt on a gagné notre entrain. Et puis, après, on a eu la nouvelle comme quoi on avait trouvé qu'un département avait une petite fille à l'adoption. Et donc, c'est là qu'on est allé voir Marie-Garance. Alors, c'est sûr que nous, quand on a vu les pathologies qu'elle avait sur le papier notamment, alors bien sûr, comme dit papa, on n'a rien compris, mais on a compris qu'il y avait beaucoup de choses et des inquiétudes par rapport un peu, surtout pour moi, des inquiétudes un peu par rapport à l'interaction qu'on pourrait avoir avec elle. Parce que moi, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup chez Marie, c'est on a pu, c'était d'ailleurs une grande joie, mais beaucoup interagir avec elle, communiquer, jouer, rigoler. Elle nous appelle par nos prénoms. Enfin, donc, c'était quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Et de voir que sur Marie-Garance, il pourrait y avoir rien, parce que les pathologies auraient pu faire qu'il n'y ait aucune interaction avec Marie-Garance. Et la grande joie qui a été, c'est que quand on a vu Marie-Garance pour la première fois, elle a quand même été plutôt réceptive, malgré bien sûr son handicap. Et donc, ça a enlevé beaucoup de nos peurs et on a vite compris que ça allait pouvoir bien se passer. Puis, bien sûr, Marie-Garance est arrivée à la maison et malgré son matériel médical qui faisait venir l'infirmière de temps en temps le matin, d'ailleurs une infirmière très sympa. Donc, la vie a un peu changé, mais néanmoins, ça restait toujours très joyeux. Marie-Garance avait ses appareils et puis plus le temps passait, plus elle interagissait avec nous et plus elle rigolait. Elle fait ses gazouillements, donc des petits bruits. Et donc là, à l'heure actuelle, on a Marie-Garance qui est toujours dans le salon, qui est toujours dans son fauteuil ou au milieu de nous. Et systématiquement, quand elle entend une conversation qui est derrière elle ou qu'elle n'arrive pas à nous voir, et elle se manifeste pour nous faire comprendre qu'elle veut être avec nous. Donc ça, c'est vrai que c'est une très grande joie pour nous et c'est assez extraordinaire de voir que finalement, cette petite sœur est avec nous tout le temps et veut aussi, elle, être avec nous comme nous, on veut être avec elle. Et c'est sûr que du coup, les peurs sont vite envolées. Mais les peurs par rapport au handicap, parce que c'est vrai qu'il y a des nouvelles peurs qui sont arrivées, parce que Marie-Garance est assez fragile. Et donc, ça, vous ne l'avez pas raconté, mais c'est bien que tu racontes. On a vécu des épisodes un peu compliqués où elle a été malade. Et là, on s'est dit que on s'est rendu compte qu'elle était très fragile et que sa vie ne tenait qu'à un fil. L'expression, je trouve, symbolise bien la chose. Et qu'au moindre rhume, la moindre infection ou complication des bronches pouvait être fatale pour Marie-Garance. Donc, elle nous a fait peur plus d'une fois. Ça, c'est vrai qu'on peut le dire. C'est sûr que du coup, ça fait des souvenirs, mais ça nous rappelle bien qu'il faut profiter d'elle à tout moment. Et finalement aussi de chacun des autres frères et sœurs, membres de la famille. Parce que même Marie-Garance, elle est plus fragile que les autres. L'accident ou l'imprévu peut toujours arriver. Et c'est vrai que Marie nous avait ramené à terre à sa manière avec sa lenteur et forcément son développement qui n'est pas aussi rapide que celui des frères et sœurs. Et donc, ça nous a appris à être plus patients et prendre du temps. Mais là, Marie-Garance nous a plus ramené à la terre sur notre vie, simplement, surtout la confrontation un peu avec la mort aussi, qui pouvait être là avec Marie-Garance. Et c'est sûr qu'en plus, avec les épisodes qui sont passés durant ce confinement, la famille a bien sûr été assez vigilante pour protéger notre petite Marie-Garance. Et donc, voilà, donc tout se passe bien, mais on profite des moments qu'on peut avoir avec elle toujours. En fait, pour reprendre ce que disait Côme, qu'il a dit à sa manière, c'est qu'effectivement, on a eu avec Marie-Garance à peu près une dizaine d'hospitalisations en réanimation sur les grands hôpitaux parisiens et qui nous connaissent maintenant comme le Loup Blanc et réciproquement. Et effectivement, à de nombreuses fois, le pronostic vital a été engagé. Et donc, c'est sûr que dans ces moments-là, on doit communiquer avec nos enfants parce que
il s'agit aussi de les préparer si le pire arrive. Et c'est assez intéressant de voir effectivement comment Com en parle et comment, en fait, effectivement, cette arrivée et ces questionnements peuvent interroger chacun d'eux sur la fragilité de la vie et le fait que, comme on dit, on ne sait ni le jour ni l'heure où on mourra, mais que cette fragilité-là nous permet de vivre, alors non pas avec la peur de l'arrivée de l'événement, mais avec la conscience que c'est quelque chose, quand on donne la vie, il y a la mort automatiquement. Voilà, donc ça se passait très bien. Et Clotilde? Et ce qui est intéressant de noter, c'est que quand Marie est arrivée, comme on vous a expliqué, les démarches, elles avaient été compliquées. Donc, on avait aussi écouté tout le barrage un peu idéologique, clairement, qu'on avait eu sur cette notion que l'humain, en général, quand même, peut avoir sur le handicap, sur vraiment une notion de quelque chose de triste, de douloureux, comme une fin d'une vie, comme la fin d'une liberté, etc. Donc, on entendait tout ça, on mesurait que, bien sûr, on basculait dans une autre vie. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'à l'arrivée de Marie, on s'est rendu compte que oui, on basculait dans une autre vie, mais pas dans une vie qui nous amenait vers un cul-de-sac, mais que c'était plutôt l'inverse, c'était un tremplin qui nous était proposé. Et comme l'a dit très justement Marie, Marie, elle a commencé à nous poser des choses essentielles sur le fait qu'il fallait prendre le temps de vivre les choses, parce que Marie, elle a des capacités qui sont certaines, évidentes, elle a une intelligence qui est réelle. Je ne joue pas avec les mots, mais à nous, en fait, d'amener les apprentissages à elle et d'être astucieux, en fait. Elle nous apprend à être très astucieux et à être d'avoir une capacité d'adaptation beaucoup plus grande que ce qu'on imagine. En fait, on va trop vite, on pense que les choses sont tirées rapidement et qu'elles rentrent dans des boîtes. En fait, ces enfants-là nous font comprendre qu'il suffit de les regarder, de les observer, de voir leur perception, de voir leur fonctionnement. En fait, c'est comme le dit très bien Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, quand le renard lui dit « Tu m'apprivoiseras, tu prendras du temps, tu me regarderas, tu reviendras tous les jours à la même heure et mon désir à moi montera et toi, tu apprendras à voir comment je fonctionne. » Mais en fait, voilà, Marie, elle nous a appris, elle nous a ouvert cette porte-là. Et il fallait qu'elle nous entrouvre cette porte-là pour qu'on arrive après sur Marie-Garance, parce qu'elle nous avait fait un premier chemin. Et puis Marie-Garance, elle nous a, comme dit Com, elle nous a amené à toute cette extrême grande fragilité et à nous faire comprendre qu'il fallait côtoyer la vie au même titre que la mort, qu'il ne fallait pas occulter la mort. On vivait comme des zombies, en fait, en se disant que notre vie, elle était éternelle. Mais en fait, non. On vivait trop dangereusement, je pense, qu'il fallait vivre au jour le jour, mais prendre conscience qu'on était tous extrêmement fragiles. Il n'y avait pas que les handicapés qui étaient fragiles. Nous, on avait aussi une fragilité qui était importante. Donc, en fait, c'est ça qui nous a aussi, c'est Marie qui nous a amenés à cette autre adoption. Et puis, on est arrivé sur Marie-Garance et on s'est rendu compte encore de la richesse qu'elle apportait à notre famille. Comme disait Com, quand on a vu les épisodes très rapidement, qui sont arrivés très rapidement après son arrivée, au bout de 2 mois de son arrivée, on s'est rendu compte que le dossier était sans doute beaucoup plus lourd encore que ce qu'on imaginait, puisqu'il y avait cette fragilité qui n'avait pas forcément été détectée avant. J'ai envie de dire tant mieux, parce que si elle avait été détectée avant, si des enfants sont handicapés et ont un diagnostic vital engagé, ils ne sont pas adoptables. Donc, à la fois, on a eu la tristesse de voir que Marie-Garance allait peut-être vivre pas très longtemps, et à la fois la joie de se dire que même si elle avait 2 mois, 3 mois, 1 an, 6 mois à vivre, eh bien, ça valait le coup, en fait. On s'est rendu compte que la vie, c'est la profondeur d'une vie et la richesse d'une vie n'était pas forcément dans la durée, mais dans l'intensité qu'on pouvait y mettre et que tout valait le coup d'être vécu. Donc ça a été une chance. Alors, la plus grande chance encore, c'est de se dire que Marie-Garance est encore là, parce qu'elle a frôlé plusieurs fois la mort, elle a été en réanimation. Je le raconte dans le livre Risquer l'infini, c'est des couloirs qu'on ne connaissait pas. J'ai fêté mes 40 ans sur ce fauteuil en mousse, au rythme des bips prononcés de ces nombreuses machines qui étaient reliées à elle. On s'est reliés avec Nicolas, on a vécu des choses aussi en couple dans cette fragilité. Ça nous a provoqué des discussions en couple, des discussions avec nos enfants. On n'a pas fait les fiers,
Et on n'a pas fait les fiers, pas parce qu'on a passé nos nuits à l'hôpital, on n'a pas fait les fiers parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus vivre sans Marie-Garance et que ce n'était pas elle qui avait de la chance de nous avoir, c'était nous qui avions sacrément de la chance de nous avoir. On était dépendants d'elle. Ce n'est pas elle qui était dépendante de nous avec son fauteuil roulant, mais nous, notre cœur, il n'était pas accolé au sien, il était cimenté au sien. Et qu'on ne faisait pas bien les fiers parce qu'on en est totalement fou de cette petite fille. Et on s'est dit, maintenant, il va falloir qu'on soit bien costaud. Il va falloir qu'on profite de tout ce que la vie nous donne parce qu'on ne maîtrise rien. Ça nous a fait aussi une belle leçon de vie de se dire qu'en fait, on ne maîtrise rien. On ne possède rien. On a juste à vivre ce qui nous est donné de vivre. Donc, tout ça nous a amené à une autre… Voilà, en fait, quand Marie-Garance commençant à aller mieux et voyant que l'équilibre familial était bien retrouvé et assis, s'est reposé effectivement la question. Alors, plus que ça, c'est les enfants. Oui, c'est vrai que les enfants étaient aussi demandeurs. C'est eux qui nous ont demandé, en fait. Et demandeurs d'un petit frère ou d'une petite sœur, et évidemment, sans aucun problème, si ça devait être une adoption, et bien sûr, sans aucun problème, quelle que soit la pathologie. Donc, on a refait une démarche qui s'est avérée être pour le coup beaucoup plus facile. Je pense que les services sociaux, le fait de nous voir, alors j'allais dire une troisième fois, c'était même pas une troisième fois, parce que comme il y a eu des refus, plus des prolongations, j'allais dire une xème fois, je pense qu'ils ont bien compris qui on était et quelle était notre… j'allais dire, c'est même pas une motivation, mais que c'était vraiment un désir vraiment ancré. Et donc, de façon assez simple, on a obtenu un agrément facilement, identique à celui de Marie-Garance. On a fait exactement la même procédure, c'est-à-dire qu'on a envoyé un courrier à tous les départements français en même temps. Et il y a un département qui nous a appelés, qui nous a envoyé un courrier et qui nous a appelés en disant qu'ils avaient un enfant qui avait là aussi une pathologie au cerveau, enfin tout particulièrement au cervelet, qui n'arrivait plus à s'alimenter par oral et qui était nourri donc par gastrostomie. Comme Marie-Garance. Et le fait de donc quand on a échangé avec eux, le fait de savoir que dans notre dossier on avait un enfant déjà comme ça et que on avait un peu l'expérience du handicap chez des petits enfants, ça les a en fait beaucoup rassurés et ils ont été assez emballés par notre dossier et sans difficulté aussi bien dans l'agrément qu'après pour arriver à l'enfant, on a été mis en contact donc au mois de février-mars de l'année dernière avec un petit garçon qui se prénomme Frédéric et qui est arrivé dans notre famille le 30 avril de l'année dernière, c'est-à-dire que ça fait aujourd'hui un tout petit peu plus d'un an qu'il est à la maison. Alors lui, la particularité, c'est il était plus âgé, c'est-à-dire que quand il est arrivé chez nous, il avait 2 ans et demi. Il a sa pathologie au cervelet fait qu'il marche avec un équilibre très instable. Il parle comme ça, mais il est très compréhensible et surtout, il est au niveau intellectuel très bien, enfin très développé. Et donc, c'est une expérience encore totalement différente avec, je pourrais demander à Com encore comment il a perçu cette arrivée. Alors, Frédéric, ça a été quand même différent parce que déjà, moi, j'étais beaucoup plus grand. J'avais déjà commencé mes études supérieures et je me rendais bien compte que la maison se faisait de plus en plus loin et plus le temps allait passer, moins j'allais y passer à la maison. Donc, c'était quelque chose qui était un peu différent. Alors après, en ayant déjà eu Marie-Garance, voyant les pathologies de Frédéric, on s'est dit que ça allait pouvoir se faire. Et bien sûr, ça a été assez impressionnant la première rencontre avec Frédéric parce qu'il est extrêmement présent, il interagit extrêmement bien avec nous, il comprend tout ce qu'on dit, il exprime tous ses désirs, toutes
tous ces sentiments. Et puis même avec le temps, ça s'est augmenté. Et donc, ce qui a été vraiment impressionnant avec l'arrivée de Frédéric, c'est que par rapport à Marie-Garance et à Marie, déjà, c'est son âge. Comme papa le disait, il avait 2 ans et demi. Donc, à 2 ans et demi, il parle bien. Donc, il nous expliquait tout ce qu'il voulait. Donc, la première fois qu'on l'a vu, il était assez excité, très heureux, quand même assez conscient de ce qui était en train de se passer. Donc, déjà, ça, c'était pour nous assez émouvant de voir que notre petit frère se rendait bien compte que on était ses grands frères, que j'étais son grand frère, qu'il y avait toute sa famille autour de lui. Il était content. Il avait tellement attendu sa famille que c'était émouvant. Il était comme un petit oiseau à qui on donne à boire pour la première fois. Il a très vite su vous différencier. Il est très, très, très intelligent, hein, Frédéric. Donc, il a très vite su vous différencier. Il vous demandait un livre à l'un, joue avec moi, un câlin. C'est une joie. Marie avait montré aussi très vite sa joie. Marie-Garance, malgré son état, elle avait éclaté de rire quand moi je l'ai pris dans les bras. Donc, les services sociaux étaient très touchés. Mais là, Frédéric, il court dans les bras des autres. Il nous disait ça y est, j'ai enfin trouvé ma famille, vous êtes arrivés. Il disait des choses qui étaient assez incroyables pour son âge, la façon dont il avait compris. Il nous disait, moi, peu de temps après qu'il soit arrivé à la maison, il m'a dit un jour, maman, tu sais que tu m'as sauvée. Alors je lui dis, pourquoi tu dis ça, Frédéric? Parce que tu es venu me chercher, je vous attendais. C'est assez incroyable comme il a perçu le lien père, mère, frère et sœur pour la vie. C'est-à-dire qu'il a très vite compris que c'était son dernier passage dans la dernière maison. Il n'irait pas dans une autre. Quoi. Donc, c'est ça qui était assez impressionnant, c'est qu'on a vu, comme disait maman, il était conscient que maintenant, toutes ses attentes, que c'était fini, que maintenant, la vie allait rouler de manière plus apaisée. Moi, je rapprocherais ça avec comme si, vous voyez, c'est un grand Noël. Vous voyez. Il avait le Noël, on l'attend très très longtemps. Et puis une fois qu'il arrive, on est tellement heureux d'avoir attendu ce Noël-là. Et donc pour Frédéric, on a l'impression que voilà, il vivait sa plus grande joie. Il découvrait comme nous on découvrait des cadeaux, il découvrait ses frères et sœurs, il découvrait ses parents, sa nouvelle vie. Donc ça a été vraiment vraiment exceptionnel pour nous. Et après, avec Frédéric, ça se passe extrêmement bien. Il s'entend il s'entend avec Marie, mais finalement, comme des vrais frères et sœurs, ils savent s'entendre comme se disputer. Donc déjà, ça nous a d'un côté vachement ravis, puisqu'on a bien vu que ça avait pris, comme avec des frères et sœurs lambda, tout se passe comme prévu, avec les joies, les disputes et les bêtises ensemble. Et les bêtises, oui, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Frédéric, il invente toutes les bêtises, puis Marie suit, puis alors quelquefois Marie, elle lui dit « Non, Frédéric, on ne fait pas ça parce qu'elle est quand même plus grande et puis elle est un peu celle qui sait parce qu'elle est arrivée avant. » Alors Frédéric, il dit « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. » Alors elle n'est pas ravie. C'est vraiment… mais ce qui est très beau, c'est que Frédéric la pousse parce que forcément il va plus vite intellectuellement et donc il va plus vite dans les apprentissages, ils ont beaucoup d'écart mais en fait ils font quasiment la même taille, donc elle le pousse, il la pousse, mais elle effectivement elle est beaucoup plus posée, elle est moins cabossée effectivement parce que son handicap l'aide aussi dans sa souffrance d'abandon, etc. Alors que lui, comme il est extrêmement intelligent, il est extrêmement blessé par ce qui s'est passé. Et puis, il a été adopté tard. Il avait une gastrostomie, il était nourri par le ventre. On s'est rendu compte qu'en fait, il avait le désir de manger. Quand on a été plus loin dans les explorations, il pouvait manger. Donc, on est quasiment certain qu'il a fait une anorexie du nouveau-né. Donc, c'est un enfant qui n'avait pas forcément envie de vivre du fait de son abandon. Et donc, Marie l'aide aussi. Et puis, Marie-Garance aussi. C'est vrai que ce qui est beau, c'est qu'on voit qu'ils sont tous les trois très intégrés dans la fratrie. Mais quand on les voit tous les trois ensemble, il y a quand même quelque chose de magnifique parce que je pense qu'ils se compensent quand même ensemble parce qu'ils ont vécu quand même les mêmes choses. Et je pense que ça aidera Frédéric, tout comme quand il est arrivé de voir que Marie-Garance était nourrie par gastrostomie. Ça l'apaisait de voir qu'il n'était pas le seul. Et puis maintenant, il est fier de voir qu'il mange comme les autres. Enfin, il y a beaucoup de choses assez magnifiques qui fait que on se dit, bah oui, il était vraiment fait… pour être notre enfant, il a
il a trouvé sa place. Et puis, je pense que Marie, en grandissant, l'aidera parce que ses souffrances, lui, il va les traîner plus longtemps. Il va falloir avoir un suivi psychologique important pour lui, pour l'aider à déposer sa colère. On va peut-être vous laisser le temps de questions maintenant. Oui, je pense exactement que, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la boîte de conversation sur Zoom ou bien sûr sur Facebook. Aussi, moi, je voudrais directement poser une question parce que c'est quand même pas évident pour une famille aujourd'hui au XXIe siècle d'avoir 6 enfants et encore d'adopter trois enfants différents. Alors, je voudrais comprendre un petit peu d'où vous vient quand même cette ouverture qui vous fait regarder aux personnes dans leur totalité, pas au-delà de leur maladie, pour leur richesse qu'ils ont. Est-ce que c'est un regard naturel ou d'où ça vous naît justement ce regard sur la personne? Je vais répondre. Je pense qu'on va tous répondre, parce que je pense qu'on a tous peut-être un avis différent. J'ai commencé, mais en y allant rapidement. On avait déjà un profond désir, parce qu'on n'invente pas, on va dire, un désir comme ça, et on n'invente pas une famille nombreuse du jour au lendemain, parce qu'évidemment, il faut avoir les pieds sur terre, et que c'est évidemment une organisation. Qui dit une organisation dit aussi des renoncements. On a des grandes joies d'avoir tous nos enfants, mais il y a évidemment des choses qu'on ne peut pas faire avec 9 et 3 enfants handicapés qu'on peut faire avec 1. Donc, c'est des renoncements qui ont été posés, et ce n'est pas des renoncements, c'est des choix. Mais on est libre quand on fait des choix et qu'on apprend à se dire qu'on ne peut pas tout faire dans une vie. Et donc, ce désir d'avoir une famille nombreuse, on le portait tous les deux, sans savoir ce que la vie nous laisserait comme choix, puisque ce n'est pas nous qui décidons d'avoir des enfants. On ne savait pas ce que la vie nous réserverait. Et puis, on ne savait pas aussi si ce désir allait être vraiment conduit sur toute notre vie de couple. On se disait, voilà, on a le désir d'avoir une famille nombreuse. Peut-être qu'au bout une fois qu'on aura 1, 2, 3 enfants, on trouvera que notre famille est bien ainsi, notre équilibre est bien ainsi, etc. Après, sur le fait de poser, on va dire, la dignité à tout enfant, je pense qu'il y a énormément de dignité en fait dans l'amour qu'on peut poser à un enfant et dans cette dignité qu'il faut redonner à toutes ces personnes handicapées qui ont autant de droits et autant de dignité. Et c'est pour ça que ces enfants-là, on les aime tout autant que nos autres enfants. Évidemment, pour ma part, après je laisserai parler mes acolytes, pour ma part, évidemment, ça me vient de ma foi et de cette chance que j'ai eue d'avoir la foi depuis toute petite, qui bien sûr est passée par plusieurs conversions, parce qu'on se l'approprie cette foi. Et cette foi de cette religion catholique m'a particulièrement plu, parce que je me suis posé la question sur d'autres religions, parce que ce qui anime notre foi de la religion catholique, c'est justement ce regard posé sur l'autre qui devrait être sans jugement, sans valeur et avec beaucoup de valeur pour chacun. Et cette richesse de savoir que chacun est immense, que chacun est une pierre précieuse, peu importe son enveloppe en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée et c'est quelque chose que j'ai aussi éprouvé en étant jeune, parce que j'ai été élevée dans un milieu bourgeois et je me suis très vite rendu compte que ceux qui avaient du prix n'étaient pas forcément ceux qui étaient le plus riches ou parés de plus de chevalières que les uns que les autres, mais j'ai eu la chance de rencontrer soit des clochards, soit des personnes qui étaient… où j'ai eu cette chance en fait de voir, d'ailleurs dans le livre petit à petit, je termine sur une anecdote assez rigolote et j'étais en plus en train de lire ce livre et j'ai dit j'ai rencontré un ange et en l'occurrence cet ange était un clochard qui s'appelait Michel, alors qu'il me disait que donc je raconte l'anecdote de façon assez rigolote. Donc j'ai eu, je pense, cette chance assez jeune d'avoir des rencontres assez étonnantes de personnes que je ne m'attendais pas forcément et qui m'ont façonné aussi dans cette recherche de cette foi, des gens qui ne disaient pas qu'ils avaient la foi mais qui m'ont emmené à cette foi. Et donc pour moi ça a toujours été évident et c'était évident aussi quand j'étais encore jeune et que j'avais le désir de me marier que peu importe en fait la personne que j'épouserais, ça serait pas son niveau social ou sa richesse, mais vraiment ses vertus et la personne qu'elle était. Et c'était quelque chose qui ne m'effrayait pas du tout de pouvoir épouser une personne d'une autre ethnie ou
j'avais, je pense, cette ouverture de cœur, mais cette ouverture de cœur, en toute humilité, je ne l'ai pas eue de moi. Elle m'a forcément été insufflée de ma foi. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai choisi cette foi catholique et non pas une autre foi, une autre religion. Parce que je trouve que notre religion catholique porte merveilleusement bien ce respect. Et puis, bien sûr, après, évidemment, tout de suite après, je vous parle de Mère Teresa. C'est une figure qui m'a énormément portée toute ma vie. Et d'ailleurs, notre désir aujourd'hui de témoigner, c'est parce qu'il m'a été donné cette phrase magnifique de « mets ces enfants à la lumière ». C'est-à-dire ces enfants ont été trop souvent cachés et c'est pour ces raisons qu'il y a énormément de peur, parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne les a pas touchés, parce qu'on ne les a pas accrochés. Mais le jour où on les a dans les bras, les jours où on ramasse leur vomi, où on arrive à échanger avec eux, à croiser leurs regards, à avoir un langage avec eux, parce que même si Marie-Garance, par exemple, ne parle pas, comme l'a dit Com, on a une interaction extrêmement puissante et on a un langage avec elle. Une fois qu'on les a croisés, les peurs, elles s'envolent. Il y a une vraie interaction et c'est là où on se rend compte que derrière ces corps cabossés, il y a une merveille, il y a un cœur qui bat. Ce sont des merveilles, je ne cesserai de le dire. Et donc, voilà, Mère Teresa, évidemment, encore plus aujourd'hui, a une résonance très, très particulière avec ce qu'on vit, d'une façon différente, bien sûr, parce que sa vie était totalement différente. Mais je me sens proche d'elle, j'aurais aimé la rencontrer. Mais je la prie, je l'avoue, j'ai eu beaucoup de mal au début avec Frédéric, ça a été très compliqué de ramasser énormément ses vomis, de se réveiller la nuit. Et j'ai pensé beaucoup à elle dans ces moments-là pour qu'elle nous donne la force. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qu'a dit Clotilde. La seule chose que je dirais en complément, c'est que la peur du handicap est quelque chose qui peut évoluer et qui évolue dès lors qu'on est mis effectivement au contact de ces personnes. C'est-à-dire que moi, j'ai un souvenir jeune d'être assez effrayé par le handicap, par peur, par méconnaissance, et qu'effectivement, le fait d'en avoir côtoyé a levé ses peurs. Aujourd'hui, évidemment, quand on a eu ces adoptions, on avait forcément quelque part une peur de savoir si on serait à la hauteur, si on y arriverait, etc. Bon, mais avec le recul, effectivement, on avait suffisamment de grâce pour pouvoir y arriver. Mais surtout, moi, ce que ça m'a fait découvrir, en plus de tout ça, c'est l'importance fondamentale de ces enfants-là et de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'au travers de cette extrême fragilité, on y voit une pureté quand on pense à Marie-Garance qui quand elle n'arrive pas à s'exprimer autrement que par des mouvements de tête, d'yeux ou des petites onomatopées. Il y a une pureté absolue, c'est-à-dire qu'elle est dépendante de tout vis-à-vis de nous. Et on voit bien que c'est un cristal à l'état pur. Et en fait, quand on se dit que cette personne-là a cimenté notre foyer, a touché les cœurs de nos enfants, a touché les cœurs d'innombrables personnes, a fait changer d'état d'esprit des personnes qui, attendant un enfant différent, sachant qu'elles attendaient un enfant différent, se sont dit c'est possible. En fait, elle a été mise alors, il se trouve, on a eu ce bonheur incroyable et cette chance inouïe de l'avoir chez nous dans notre foyer, mais elle a une utilité formidable et elle a changé les cœurs et à sa façon, sans en être consciente aujourd'hui, elle le saura très probablement plus tard, dans l'au-delà, elle a changé et elle a sauvé un nombre incalculable de vies et elle a permis aux gens de se poser des questions existentielles extrêmement fortes. Et c'est là qu'on se dit, comment se fait-il que cette personne si faible, si handicapée, incapable pour le commun des mortels de quoi que ce soit, de parler, de marcher, etc., a une puissance, c'est-à-dire que dans l'infinie faiblesse, il y a une puissance surnaturelle. Et ensuite, moi, j'étais enfant, donc
c'était beaucoup plus… c'était pas du tout les mêmes désirs. C'est-à-dire que quand on a 10 ans, on veut des frères et sœurs, comme dans la cour de récréation, on veut des camarades de jeu. Alors, donc d'abord, ça a été ça. Ensuite, surtout pour les 6 premiers frères et sœurs, où il y avait juste des naissances sans particularité. Alors, après, quand on est enfant, on comprend aussi qu'il y a des choses qui ne pourront pas forcément se faire de la même manière que dans les autres foyers, dans les autres familles surtout. Et donc, entre enfants, on est partagé entre ce fait d'avoir des gens avec qui vivent la journée, avec qui s'occuper et ça. Et de l'autre côté, comprendre que la vie qu'on mène n'est pas la même que celle des autres. Et après, en fait, ces peurs-là disparaissent assez vite parce qu'on est vite rattrapé par la vie familiale qui se passe bien et les joies du quotidien. Et avec l'arrivée des autres frères et sœurs, c'est différent. Alors moi j'avais un regard plus grand déjà, donc je commençais à avoir ces réflexions-là. Mais comme je le disais, moi je me disais que l'arrivée d'un enfant handicapé, dans le pire des cas, si ça ne me plaisait pas, j'avais encore quelques années à entre guillemets, tirer à la maison et puis j'allais filer, j'allais faire ma vie tranquillou et plus rien ne serait mon ressort. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a envie vite de temps en temps revenir à la maison pour revivre les joies simples et belles du quotidien. Donc, alors après, moi, je n'ai pas eu ce désir-là, ce n'est pas moi qui ai animé ces désirs d'enfant, donc la question peut-être c'est plus à papa et maman, mais j'avais quand même envie d'avoir des frères et sœurs et c'est sûr que quand on voit l'arrivée de Marie-Garance, Marie et de Frédéric, les choses sont différentes. Et c'est vrai qu'après, ce que expliquait papa et maman sur le côté comment ça les a fait évoluer, et ben nous, moi, enfin personnellement, encore une fois, je parle en mon nom, je l'ai perçu beaucoup plus tard. Mais on s'en rend compte à un certain moment et on se rend compte que finalement, on a une chance inouïe et certaines questions de la vie qu'on a évoquées tout à l'heure. Chaque personne les reçoit d'une certaine manière et vit certaines expériences pour se poser certaines questions. Nous, nos questions existentielles, c'est Marie-Garance, ça a été Marie, ça a été Frédéric qui nous les ont fait réfléchir. Et c'est sûr que je pense que, en tout cas, pour moi, encore une fois, mon caractère, certains de mes traits dépendent aussi de la famille nombreuse et notamment de ces 3 derniers frères et sœurs qui nous ont appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je rassemble un petit peu les questions parce que pour qu'on ne termine pas à minuit quand même. Alors, Madame Moreau demande comment arrivez-vous à gérer vos émotions, c'est-à-dire à ne pas vous laisser noyer dans le chagrin au regard de la fragilité de ces enfants. Dans les textes que nous avons lus avant la rencontre, vous parlez de vos larmes, par exemple. J'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Et toujours dans le même ordre d'idées, sur le live de Facebook, Marie demande « Vos enfants vous ont-ils déjà posé des questions sur l'avenir ?» Et surtout sur le jour, quand on parlait maintenant comme justement, où vous ne serez plus en mesure de vous en occuper vous-même. Comment imaginez-vous l'avenir ? Voilà, et même chose, Laurence demande comment, comme tout parent, vous avez sûrement des peurs sur l'avenir de vos enfants adoptés avec leur handicap, et si vous n'étiez plus là, avez-vous parlé avec eux, avec vos enfants? Alors, je vais répondre sur la première partie, vite fait, sur comment gérer nos émotions. Alors, il y a 2 cas. Il y a le cas, en effet, où on s'est retrouvé face à… Il y a eu plusieurs choses. Il y a les premières grosses émotions quand même qui sont arrivées. C'est sans compter, bien sûr, les longues démarches administratives. Ça va être, je le raconte justement dans le livre Risquer l'infini, Marie-Agnès Petit, que vous avez lu. C'est quand on nous a mis Marie-Garance dans les bras, évidemment, ça a été… quelque chose de particulier, de devenir maman comme ça du jour au lendemain. Bon, ça, c'est des émotions qui sont très personnelles, comme que j'ai livrées bien sûr dans le livre, mais comme j'ai eu beaucoup d'émotions aussi quand j'ai accouché, donc c'est quelque chose qui, pas forcément à partager avec nos enfants, que je pourrais bien sûr plus tard leur partager, mais c'est des émotions, moi, que j'ai vécues une semaine seule face à Marie-Garance, etc. Quand il a été question, en effet, que Marie-Garance avait des moments où elle était carrément en arrêt respiratoire, on va dire, et qu'on devait appeler les pompiers, le SAMU, qu'il y avait, ce que je raconte dans le livre aussi, 7 personnes dans le salon avec des sirènes qui hurlaient jusque
jusque dans la rue, avec nos enfants autour qui pleuraient, certains qui se réveillaient. Là, il a fallu bien sûr être fort. Il y a eu aussi une fois où Marie-Garance, elle est nourrie aussi par gastrostomie. En la sortant de la voiture, en allant chercher les enfants à l'école, son bouton de gastrostomie a sauté. Évidemment, on s'est retrouvé dans des situations, voilà, il faut quand même gérer les émotions. Après, comme toute mère de famille, comme quand on a un enfant qui tombe devant nous et qui s'ouvre le crâne, etc., bien sûr, ça soulève le cœur. Après, on a une force aussi naturelle en tant que mère à protéger d'abord ses oisillons avant de pleurer. Donc, dans ces moments-là, évidemment, il faut être une guerrière. Il faut tenir debout, d'autant que les premières fois où Marie-Garance a été dans des états comme ça, nous sommes arrivés à l'hôpital, nous n'avions pas encore l'adoption plénière, donc nous étions en grande surveillance des services sociaux. Il n'était pas question pour moi de m'écrouler devant les services en pleurant. Ils auraient pu, sans être malveillants, interpréter ça comme une grande fatigue ou le fait que c'était trop lourd pour nous. Donc sans tout à fait malveillance de leur part, mais en protection de notre part, ils nous proposaient, comme ils nous l'ont proposé, sans même que me voir m'écrouler, mais ils me l'ont proposé de façon naturellement, de dire on peut reprendre Marie-Garance. Donc en fait, vous avez à ce moment-là, moi en ce moment-là, vous avez une protection en tant que guerrière, où vous vous mettez dans une situation où avant de poser vos propres émotions, vous allez gérer les émotions des autres. Il faut absolument ne pas perdre pied parce qu'il faut très rapidement donner la pathologie de Marie-Garance, etc. C'est quelque chose que je ne me pensais totalement incapable puisque j'étais la première à tourner de l'œil quand j'avais un enfant qui avait 2 gouttes de sang. Je ne suis pas du tout dans le milieu médical et je ne suis pas plus forte qu'une autre. Mais ça, c'est des protections, on va dire, naturelles qui se font. Après, par contre, je me donne des sas. Il y a des week-ends où j'ai la chance que Nicolas puisse prendre le relais tout un week-end avec les enfants. Il s'est passé les médicaments, il s'est posé la gastrostomie, il s'est s'occuper de Marie-Garance, où je suis partie pour être seule, pour pouvoir laisser monter mes émotions et pas être comme une cacotte minute, en fait, en me disant je suis mère de 9 enfants, je vis des choses compliquées, aussi bien le fait de me positionner tout d'un coup comme ça, mère d'un enfant de 2 ans et demi, mère d'un enfant polyhandicapé. J'ai aussi mes autres enfants qu'il est hors de question d'oublier, qui peuvent aussi avoir des problèmes, etc. Donc, il est évident que je suis humaine et donc, je prends, j'ai la chance voilà, d'être avec Nicolas ou d'avoir aussi des amis quelquefois qui prennent le relais pour pouvoir nous permettre aussi en couple de pouvoir se retirer. Et puis, je sais que si les émotions sont très fortes, j'ai la possibilité aussi d'avoir des personnes extérieures pour pouvoir, qui sont du métier, on va dire, pour pouvoir poser mes sentiments, etc. Je me fais aider aussi. En fait, je pense que pour être fort, comme le disait Saint Paul, c'est mesurer à quel point on est faible. Et en fait, grâce à Marie-Garance, à Frédéric, à tous mes enfants, je suis passée justement par des phases où j'ai bien compris que toute seule, j'y arriverais pas, que mes bras ne pourraient pas supporter ça, qu'il me fallait évidemment être entourée de spécialistes au niveau médical, au niveau psychologique pour mes enfants, etc. Et je pense que c'est ça la force, c'est d'aller piocher auprès des autres, de pouvoir aussi avoir une communication importante et respecter la souffrance des uns et des autres et pouvoir échanger avec nos enfants. Donc voilà, pour cette réponse, si c'est bien répondu. Et je laisse la place à Nicolas pour l'avenir, parce que justement, c'est quelque chose que Nicolas a beaucoup préparé dans ce qu'on peut faire. Concernant l'avenir, évidemment, on s'est posé la question et on s'est toujours dit que la démarche qu'on avait faite était une démarche de couple et que cette démarche-là, il fallait qu'elle n'ait pas de conséquences. Alors, elle en a forcément des conséquences pour le reste de la famille, mais pour l'avenir et le moment où nous ne serons plus là. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est qu'il y ait certains centres qui sont déjà référencés, qui seraient en capacité d'accueillir essentiellement Marie-Garance et Marie, puisque Frédéric devrait avoir une vie normale malgré sa pathologie, enfin, quasiment normale. Et donc, à partir de là, il y a des structures qui sont déjà présélectionnées dans l'hypothèse où il nous arrivait malheur, de sorte à ce que nos enfants n'aient pas à gérer. Alors après, si nos enfants ont envie de s'en occuper, après, ça reste une démarche libre que l'on peut comprendre. Mais voilà, après, dans une famille, ils ont effectivement la chance de pouvoir avoir tout ce que ces enfants leur apportent aujourd'hui. Peut-être que plus tard,
ils seront contents de leur rendre un petit peu ça à leur manière, en passant les voir si on n'est plus là et qu'ils sont dans des centres. Voilà, mais à faire en sorte que ça ne retombe pas sur eux. Après, la grosse association, mais on en parlera après, qu'on a montée et qui fonctionne de plus en plus et de plus en plus nombreuses, bien sûr, c'est pour aider en maximum de plus en plus les familles, mais on essaye de réfléchir aussi à construire des choses qui seront pérennes, qui permettront aussi de faire en sorte que l'inclusion soit de plus en plus réelle et permettre à ces enfants-là d'avoir un réel avenir. Merci beaucoup. Et justement, pour continuer sur cette question, Maël demande, est-ce que vous avez eu des enfants naturels qui ont eu du mal à accepter l'adoption? Voilà, des doutes, des émotions négatives, des peurs. C'est peut-être une question pour Côme aussi. J'imagine que la vie n'est pas tout un long fleuve tranquille. Ça rebondit bien avec la question précédente sur l'avenir. Nous, nos peurs, au début, ça a été, comme papa le disait, c'est l'inconnu. Après, en ce qui me concerne, mais je pense que c'est plutôt le cas pour mes autres frères et sœurs, c'est que quand on voit comme papa et maman étaient motivés par le projet et étaient motivés vis-à-vis de l'arrivée de ces nouveaux frères et sœurs, nous, on n'avait plus d'inquiétude. Après, nous, on ne vit pas forcément la même chose, c'est-à-dire que s'il y a un moment difficile avec Frédéric ou un moment difficile avec Marie-Garance ou comme avec Marie, nous, on a la chance d'être en maison, on monte en étage et puis voilà. On est en dehors de ça. On peut se permettre d'aller s'allonger un coup dans notre lit. On ne vit pas du tout les mêmes choses. Et après, c'est sûr que la peur, c'était plus dans la vie de papa et maman. C'est-à-dire qu'on s'était dit que pour certains de leurs enfants, papa et maman les auront pour toujours avec eux et puis que ils ne prendront pas comme des enfants dits normaux à leur envol avec le parcours habituel. Alors après, ça, moi je connais papa, je sais qu'il a une capacité à prévoir les choses qui est assez extraordinaire. Mais d'un autre côté aussi, vu comment les choses se passent à l'heure actuelle, à part événements contraires, nous on n'a aucune, c'est comme des frères et sœurs, donc s'en occuper de temps en temps ou alterner avec les frères et sœurs pour alléger papa et maman, c'est pas du tout quelque chose qui me semble inenvisageable, bien au contraire, au vu de comment ça se passe aujourd'hui. Alors après, voilà, moi peut-être que je ne mesure pas la tâche, mais c'est sûr que ça reste des frères et sœurs et que nous, aujourd'hui, en tout cas ce qui me concerne, mes peurs se sont envolées en voyant l'arrivée des enfants d'un côté et d'un autre côté en voyant la sérénité de mes parents. Merci beaucoup, Côme. Encore une question qui semble un peu peut-être étrange, mais à mon avis qui est très intéressante. C'est Delphine qui demande, est-ce indiscret de vous demander quel métier vous exercez? Car il faut du temps et des qualités pour s'occuper de ses enfants. Voilà, j'élargis un peu cette question et je voudrais, mais y a-t-il besoin d'avoir des conditions préalables à ce chemin que vous avez entrepris? Il faut avoir un travail, il faut avoir un bon salaire, il faut d'abord construire quelque chose et après on peut penser à ça. Donc, alors, je vais répondre à la question. Donc, en ce qui me concerne, je m'occupe dans un groupe de BTP d'une filiale qui fait des gros travaux de terrassement. Donc, actuellement, nous creusons le sous-sol, le tréfonds parisien pour de nouvelles lignes de métro. Donc voilà mon activité principale. Pas très proche du handicap ou du milieu médical. Voilà. Voilà. Le BTP. Et le moins qu'on puisse dire, c'est très terre à terre. Voilà. Donc Clotilde est à la maison et j'allais dire est multi-compétences, infirmière, écrivain, dans l'associatif. Bon. Elle est multicarte et fait tout depuis la maison. Alors après, sur les moyens nécessaires pour pouvoir avoir ce type de famille, bon, on est sur une problématique classique de famille, enfin classique, qui s'apparente aux familles nombreuses en fait, assez simplement. Il y a tous les cas de figure. C'est toujours pareil, avoir quelques moyens financiers facilite d'une certaine manière la chose. Il y a quelques aides de l'État,
mais qui évidemment, au fil du temps, diminue de plus en plus. Je suis convaincu, pour avoir d'autres familles nombreuses autour de nous, alors pas forcément qui ont autant d'enfants handicapés, il n'y a pas nécessité d'avoir de gros moyens. Maintenant, c'est toujours pareil, hein. Il y a quand même un certain nombre de bouches à nourrir et en tout cas, ça motive pour partir au boulot le matin. Après, pour répondre à votre question de façon un peu précise, quand vous disiez est-ce qu'il y a des compétences requises, etc., nous, en toute honnêteté, franchement, moi, ils s'étaient posé la question quand j'étais jeune, mon orientation, est-ce que je voulais être infirmière? J'avais dit tout sauf ça, no way, impossible. Je vous dis, c'était pas… Et aujourd'hui, je me vois changer le bouton de gastrostomie ma fille sans aucun problème. C'est exactement au même titre que quand vous n'avez pas forcément votre propre enfant, vous vous dites ramasser les vomis et changer les couches, c'est pas possible pour moi. Après, l'amour peut tout. C'est-à-dire que après, on est quand même en France, donc par exemple le bouton de gastrostomie, si je me sentais pas, je peux très bien le faire par une infirmière ou un médecin parce que c'est tous les 6 mois. Après, c'est ma volonté propre qui j'ai envie d'être de plus en plus autonome parce que c'est plus simple justement s'il saute comme ça. Plutôt que d'appeler les pompiers, d'aller à l'hôpital pour le remettre, je trouve que c'est aussi simple de savoir comment se fait parce qu'en fait, c'est assez mécanique. Mais après, pour tout ce qui est financier, il y a de la psychomotricité qui est importante voilà, pour certains de ces enfants-là, mais on a aussi des aides de la MDPH qui permettent à ce moment-là de compenser. Moi, je pense que plus que d'avoir besoin de besoins matériels, c'est un désir en fait. Est-ce qu'on a envie d'aimer? Est-ce qu'on a envie de s'arrêter en fait, je dirais comme un propre enfant, c'est-à-dire que j'ai des amis qui ont des enfants et qui ne veulent pas arrêter leur vie effrénée, ben, elles se prennent la porte comme n'importe qui, même si leur enfant n'est pas handicapé. Parce que ce n'est pas possible, en fait, de se dire qu'on accueille un enfant dans son foyer et de ne pas changer son rythme de vie. On ne peut pas embarquer son enfant comme ça sous le bras, même si on se dit qu'il n'a pas de pathologie à la base, il peut en avoir, il peut avoir des problèmes scolaires, enfin, aucun enfant n'est simple, on va dire. Donc nous, on a des complexités avec Marie-Garance, mais on en a d'autres, par exemple, qu'on n'a pas. C'est-à-dire que je ne m'arrache pas les cheveux pour lui faire son travail. Et je ne m'énerve pas quand elle n'apprend pas sa poésie. Mais voilà, j'ai une petite fille qui est aujourd'hui toujours à la maison parce que pour le moment, je ne veux pas la mettre dans un centre. Mais en fait, pour moi, c'est une joie et je peux faire plein de choses de la maison. J'ai appris à travailler de la maison. C'est grâce à elle que j'ai voulu écrire. Donc, en fait, moi, je dis toujours que le fauteuil roulant de Marie-Garance m'a pas du tout arrêté dans ma vie, mais au contraire propulsé et m'a donné une dynamique encore plus impressionnante parce que je veux encore être plus vivante pour ma fille, en fait. Une toute dernière question de Charles, de 11 ans, qui a 11 ans et qui demande « Mais comment arrivez-vous à gérer la logistique des trajets de sport, école, devoirs de tous vos enfants? Comment vous faites ?» Ben, on s'organise et puis les grands grandissent quand même. À 19 ans, vous pensez bien qu'il prend sa douche tout seul, qu'il apprend ses leçons tout seul. On est content qu'il a même son permis. Donc, il peut emmener sa sœur à la danse qui est folle de joie. Marie répète tout le temps, Baudouin m'emmène à la danse. Et quand Baudouin m'emmène à la danse, il met la musique de Vianney. Donc, il y a aussi des joies dans la famille de leur apprendre. La dernière fois, Baudouin a vu que j'étais un peu fatiguée parce qu'on est en confinement depuis plusieurs mois. Et il m'a dit demain, je m'occupe des repas. Et donc, et chacun, en fait, je pense que la famille nombreuse révèle les talents aussi un peu de chacun, révèle une ingéniosité. On monte des meubles Ikea un peu partout pour trouver des astuces pour ranger plus vite les culottes, les chaussettes, les machins. On perd moins de temps qu'on en perdait pour un enfant. Et puis, on se soulage d'organisation matérielle parce qu'on peut être astucieux et on peut toujours être plus compétent pour libérer du temps pour le coup, pour avoir toujours du temps seul à seul avec chacun. Et parce que ça se robotise pas. Et en fait, moi, je suis vraiment sûre, en fait, j'y pense souvent, que je suis beaucoup plus disponible pour mes enfants depuis que j'ai ces 3 enfants handicapés dans les bras parce qu'ils m'ont appris à ralentir. Ils m'ont appris à ne plus être performante et que la joie, elle n'était pas dans la performance. Et puis, ils m'ont appris à être bien organisée et à réaliser qu'en fait, il faut que je tienne debout. Donc, je fais un peu de sport chaque jour. Grâce à eux, je me suis mis à l'anglais. En fait, on est beaucoup plus… on se fatigue moins parce qu'on s'éparpille moins. Il y a des choses qu'on a arrêtées, des choses qu'on a rajoutées.
Évidemment, avant, par exemple, on était investi dans du bénévolat que je ne fais plus parce que voilà, quand les gens nous admirent au-delà, il faut dire non parce qu'il y a des personnes qui ont moins d'enfants que nous. Et heureusement, parce qu'ils vont s'occuper de d'autres choses. Nous, aujourd'hui, on s'occupe beaucoup de nos enfants, donc on est à la maison. Vous voyez, c'est un vase communicant, on va dire, on ne fait pas plus, pas moins. Mais en fait, on va dire qu'on est tellement heureux et ces enfants nous remplissent tellement qu'ils nous apportent une belle énergie. Et psychiquement, quand on va bien, je crois qu'on a une force qui est assez incroyable. Et puis, voilà. D'accord. Nous recevons beaucoup de remerciements pour vous, de témoignages aussi de personnes qui racontent comment la rencontre avec le handicap les a ouverts, les rencontres avec des personnes trisomiques, etc. Le désir que vous alliez témoigner aux sessions de Père et le Monial, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous puissiez aller dans les écoles aussi raconter votre histoire. Moi, je me permets de renvoyer quelqu'un remercie particulièrement Com pour sa belle maturité. Donc, ses parents peuvent être bien fiers. C'est les autres qui ont fait ce compliment. Voilà. Je voudrais dire 2 mots pour terminer peut-être de l'association Tombée du Nid. Vous en avez déjà parlé, mais il y a un site. Donc, si vous voulez continuer à avoir des rapports avec la famille Noël, vous pouvez à travers le site Tombée du Nid, cette association. Les livres que vous avez publiés aussi. 3 livres, vous avez déjà publié. Alors, voilà. C'est important de savoir que les livres, on ne les prête pas, on les achète pour les offrir parce que tous les droits d'auteur sont reversés à notre association. Donc, c'est une association qui a maintenant 5 ans, qui est portée par une très grosse communauté, plus de 52 000 followers sur Facebook. On a une très grosse communauté aussi sur Insta, un petit peu sur Twitter, mais on est un peu moins fort sur Twitter. Et puis là, depuis peu, cette communauté qu'on aime énormément faire témoigner. Donc, il y a beaucoup de témoignages parce que l'intérêt, ce n'est pas la famille Noël. L'intérêt, c'est le handicap et tout ce qu'on vit à travers ce handicap. Et par grande chance, nous, ce qu'on vit, en fait, on n'est pas les seuls. Il y a énormément de familles de tout horizon qui, bien sûr, sont arrivées sur une très grosse problématique quand ils ont eu l'annonce du handicap de leur enfant. Mais ce qui est très beau, c'est qu'une fois ils le disent pour beaucoup, et c'est assez beau comme phrase, ils ont clairement été sur la tombe de leur enfant parfait, on va dire. C'est un deuil vraiment à faire. Une fois qu'ils ont dépassé ça, ils ont découvert aussi une vie incroyable. Et chacun dise, alors qu'ils ont des enfants très différents, certains couples n'ont pas résisté, enfin, ils ont des histoires personnelles très différentes. Chacun dit, aujourd'hui, moi, mon enfant, je ne le changerai pour personne. Donc, il faut comprendre cette bascule intérieure qui est réelle, qui n'est pas réservée à la famille Noël, qui est réelle quand on approche ces enfants-là, qu'on porte avec notre association. Et ces familles qui nous bougent, qui nous obligent à continuer et qui nous font du bien, parce qu'on a besoin d'eux, c'est fou comme ils nous nourrissent. Et bien aujourd'hui, bientôt, sur la page Facebook, vous aurez des grandes nouvelles qu'on a bien bossé pendant le confinement, grâce à Com aussi qui nous aide. Et on va monter des très, très beaux projets pour apporter des réponses très concrètes aux familles, pour les aider dans leur quotidien, pour les soulager et surtout pour enlever leur isolement parce que certaines sont très isolées. Et ça, c'est double peine avec le handicap. Comme toute personne en fait, qui vit une difficulté, l'isolement, c'est quelque chose qui est très difficile. Et quand on a un enfant handicapé et qu'en plus, on est sujet à l'isolement. Donc voilà, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, faire un don aussi parce qu'on va embaucher des personnes, parler de nous parce que bien sûr, plus on sera connu. On va bientôt aussi annoncer sur la page qu'on est parrainé. On va l'annoncer par des personnes qui sont connues. Donc, on a la chance d'être accueillis aussi par le commun des mortels, on va dire. On rassemble un problème humain. Et ce problème humain, en fait, du handicap, on voudrait que ça soit un problème collectif, porté par tout le monde et pas seulement réservé à quelques familles qui l'ont choisi ou qui l'ont eu parce que la vie leur en donnait. C'est quelque chose qui appartient à notre société et qu'il faut le plus mettre au cœur de notre société puisque ce sont les trésors de notre société. Merci beaucoup pour ce message. Je pense qu'on va clôturer maintenant notre rencontre. Si je dois retenir une chose, pour moi, c'est l'idée de cheminement, l'idée de tout ce que vous avez compris et que vous continuez à comprendre
Et voilà, tout n'est pas donné dès le début, mais en rencontrant, on va dire, en faisant face à la réalité, aux circonstances qui sont données, c'est toujours une occasion pour comprendre quelque chose de nouveau et même des difficultés. Ce qui pourrait sembler être une barrière, en fait, devient au contraire une porte ouverte pour comprendre beaucoup plus pour nous-mêmes, pour vous-même et pour nous autres. Et je pense que ce sont tous les remerciements que nous recevons ici, que je vais vous lire aussi maintenant. Alors, donc, on invite tout le monde à mettre un like sur votre page Facebook Tombé du Nid, à aller sur votre site Tombé du Nid aussi, lire vos livres. Puis aussi, on peut partager avec vos amis, exactement, faire connaître. Puis aussi, n'oubliez pas la page Facebook Aînés. Nous avons d'autres rencontres tout aussi intéressantes qui vont continuer. Nous voulons nous ouvrir à une rencontre sur Charles Péguy. Nous espérons faire quelque chose sur un sculpteur Quartana. Nous espérons faire quelque chose sur Houellebecq aussi, parce que nous voulons découvrir Houellebecq et sa recherche à lui aussi, très étrange, etc. Voilà, nous avons beaucoup de plans, donc continuez à nous suivre. Merci beaucoup.